Où en est la Côte d'Ivoire avec l'organisation de la CAN 2023? Eh bien, on en parle tout de suite avec Henri Jo qui revient sur notre plateau. Rebonsoir. Rebonsoir Tia. Alors Henri Jo, où est-ce qu'on en est par rapport aux infrastructures de la CAN 2023? Alors ce lundi, au moment de rendre les dossiers de la CAN 2023, Albert François Amichal Lambert Fekese a fait l'état des lieux pas du tout rassurant. Écoutons-le. L'état actuel des lieux. À ce jour, l'état des lieux se présente succinctement comme suit. Les infrastructures sportives, l'évolution des travaux de construction des stades et des cités CAN est satisfaisante, malgré des retards relevés dans les délais contractuels. La plupart des stades seront livrés en principe entre juin et décembre 2021, à l'exception du stade Félix Houphouët-Boigny, sur lequel des incertitudes pèsent en ce qui concerne sa livraison avant fin 2022. Les infrastructures hôtelières. Les déficits identifiés en matière de tuileries dans les villes hautes de l'intérieur se résorbent progressivement, mais le gap demeure encore important. Des mesures proposées par le COCAN au gouvernement afin de combler ce gap n'ont pu être adoptées. Les voiries. Le COCAN 2023 a soumis au ministre en charge de l'équipement, que je tiens à remercier pour son écoute et sa sollicitude, des besoins en matière de voirie. De façon générale, des travaux d'aménagement et d'amélioration des voiries urbaines et interurbaines qui permettront d'assurer la sécurité et la fluidité de la circulation sont pour la plupart programmés et certains en cours d'exécution. Cependant, il demeure des points critiques. C'est le cas de l'axe routier Abidjan-San Pedro-Grand Bérébi et des 25 km de voirie urbaine à San Pedro. À Abidjan, les travaux de l'autoroute Y4, section 2, l'autoroute qui va vers la prison civile, n'avancent pas de façon significative. Au surplus, ces travaux n'intègrent pas la construction de l'échangeur des PMP qui permet d'accéder au stade. Les infrastructures de transport aérien. En dehors d'Abidjan, les aéroports des villes hautes ne sont pas certifiés et ne peuvent donc recevoir des vols internationaux réguliers, mais des vols occasionnels sous réserve de l'autorité de l'ANAC. Les travaux de prolongement des pistes en vue de leur mise aux normes internationales sont en cours de réalisation dans la plupart des villes hautes. Par ailleurs, un programme de mise aux normes internationales des équipements de navigation, de météorologie, de sécurité et de sûreté a été conçu par le ministère des Transports et attend d'être exécuté. Les infrastructures sanitaires. Le cahier de charges de la CAF exige que chacune des villes dispose d'un hôpital comprenant toutes les activités médico-chirurgicales, un service de réanimation, un service de radiologie avec scanner, IRM et radiologie conventionnelle, os-poumon, 2 blocs opératoires, une ambulance et toutes les ressources humaines utiles. La récente visite du terrain de la commission santé a montré que seule la ville d'Abidjan dispose d'un plateau technique exigé par le cahier de charges de la CAF, tant dans le secteur public que privé. Au total, les insuffisances relevées ci-avant sont confirmées dans le rapport de la deuxième visite d'inspection de la CAF qui a eu lieu du 2 au 8 décembre 2020. Ce rapport fait apparaître de nombreuses insuffisances au niveau de nos différentes infrastructures, notamment la non-conformité aux normes de la CAF et la FIFA du stade olympique Alassane Ouattara Tebembe. Oula, bon. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est pas très rassurant tout ça, Henri Jo. Pas du tout, pas du tout. Déjà ce lundi, quand il a fini de faire l'état des lieux des travaux avant, bien sûr, de partie du COCAN, la salle était tellement calme qu'on se posait la question de savoir est-ce que réellement la Côte d'Ivoire
allait pouvoir finir dans les délais pour accueillir la grande messe du football africain. C'était la question qui était sur toutes les lèvres au COCAN après l'exposé du président sortant. Mais bon, on verra comment ça va se faire avec le nouveau président qui est arrivé, si les travaux vont s'améliorer, surtout quand il a évoqué pas mal de situations, notamment la situation sanitaire, la situation des voiries. On va y revenir. Voilà. On va récapituler tout ça parce qu'il y a eu énormément d'informations. Bon, alors ça y est, hein, le téléphone est à nouveau ouvert. Vous venez d'entendre, hein, comme nous, donc le président sortant du COCAN 2023, M. Fekese. Est-ce que la situation vous inquiète? Oui ou non? Vous allez utiliser les petites ardoises également. Et vous aussi à la maison, appelez-nous 27 21 59 93 99. Êtes-vous inquiet par la situation? Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire sera prête pour l'organisation de la CAN 2023? Alors, si on récapitule, c'est vrai qu'il a parlé du stade Félix Houphouët-Boigny, la rénovation qui lui a pris du retard. Qui va pas finir en 2021. Qui finira pas en 2021. Les hôtels, il a parlé d'un gap quand même. Alors, les mots sont forts. Les hôtels ne sont pas prêts. Les voiries, il a parlé de points critiques. Abidjan-San Pedro et puis la route des Bimpe. Donc là, les travaux n'avancent pas. Le transport aérien, il dit que concrètement, les aéroports à l'intérieur du pays ne sont pas aux normes. Et puis, en ce qui concerne les infrastructures sanitaires, donc à savoir les hôpitaux, c'est pas bon, à part à Abidjan. Bon, voilà ce qu'on doit retenir de l'intervention de M. Fekese. Alors, est-ce que vous êtes inquiet ici sur le plateau de la Grande Team? Et on va commencer à prendre les premiers appels. Et si vous n'arrivez pas à avoir la ligne, allez sur la page Facebook de la 3 pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes inquiet? Oui, tout le monde est inquiet ici sur le plateau. Alors, Yves Boris. Alors, Yves Boris, attendez. On a Monsieur Koné au téléphone. Et oui, c'est la priorité à nos téléspectateurs. Monsieur Koné, bonsoir. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande fille. Bonsoir, Yves Boris et hello, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koné. Vous allez bien, Monsieur Koné? Grâce à Dieu. Et vous? Oh, ça va très très bien. Très bien, on est ravis d'être avec vous. Alors, Monsieur Koné, vous avez entendu l'intervention de Monsieur Fekese. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire pourra accueillir la CAN 2023? Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ça? Oui. Répondre à la question, je dirais directement oui. Oui, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que là depuis hier, vous posiez la question. D'ailleurs, malheureusement, on n'a pas ouvert le téléphone pour qu'on intervienne dessus hier. Mais aujourd'hui, on intervient dessus. Dieu merci. Et vous faites bien d'en parler, de revenir dessus. Parce que avec tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, ce que M. Lambert vient de dire tout à l'heure, c'est difficile. On a peur. On ne sait même pas si on sera prêt. Comme Henri Jo vient de le dire, on va voir ce qui va se passer avec le nouveau président, le président entrant, M. Amisha. On va voir ce qui se passe avec lui. Mais vraiment, on a beaucoup de raisons de s'inquiéter parce que rien n'est encore fait. C'est difficile. Il y a beaucoup de choses à revoir encore. Et si on ne met pas les choses en place, ça sera difficile qu'on soit prêt pour pouvoir organiser cette CAN. Au risque de nous voir arracher la CAN pour un autre pays. Donc vraiment, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on fasse tout, main de pied, pour que tout le monde s'y mette. On ne laisse pas les choses entre les mains de la Micha, machin. Tout le monde doit mettre, tout le monde doit être à risque de preuve pour pouvoir nous permettre d'organiser cette CAN. Sinon, c'est pas bon. Voilà, on est inquiet. Moi, en tout cas, je suis inquiet. C'est pas pour les autres, mais moi, je suis inquiet. Oh, vous rejoignez l'avis de la grande team, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Koné, pour votre appel. Donc, Yves Boris. Oui, tiens, je disais tout à l'heure que j'étais sceptique lorsque nous sommes passés d'une CAN à 16 à 24 et mon scepticisme vient de s'agrandir, vient de s'approfondir avec les propos de Fekese Lambert, l'ancien président du COCAN. Il a établi, mais je dis, un résumé désastreux de ce qui est en train de poindre à la Côte d'Ivoire si d'aventure on y prend garde. Il a évoqué tellement de choses. Les stades, il y a certains stades qui ne seront pas prêts avant la fin de l'année 2021. On a parlé de la voirie, le réceptif hôtelier. On a parlé aussi des réceptifs sanitaires. Bon,
tout un ensemble d'éléments qui concourent à une bonne organisation. Tout ceci n'est pas encore prêt à presque 2 ans de l'événement. Il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi avoir peur. Est-ce que si d'ici 2022, parce que 2022, on est à 6 mois de 2022, parce qu'on est à la mi-2021, donc 2022 n'est pas très loin, il ne reste seulement qu'une seule année. Est-ce qu'en une année, nous sommes capables de pouvoir combler tout ce grand vide qu'il y a en ce moment précis, parce que si la route qui mène au grand stade, qui est le stade Ebimpe, n'est pas encore faite, si du côté des aéroports qu'il y a à l'intérieur du pays, on n'a pas tout le bitume qu'il faut sur le tarmac pour pouvoir permettre aux avions de pouvoir, atterrir là-bas, mais il y a de quoi véritablement s'inquiéter. Est-ce qu'on est capable de pouvoir faire tout ceci en 1 an et demi, en un temps record? J'avoue que plus que jamais, j'ai vraiment peur. J'espère que cette crainte-là, on va pouvoir nous l'extirper de nos cœurs parce que franchement, aujourd'hui, je suis abattu. Ah, vous êtes abattu? Bah oui, je suis abattu parce que là, c'est terrible quand même. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre là. Yellow. Non, en fait, je tombe des nues parce qu'on nous avait fait croire que tout allait bien, a priori, que tout avançait par rapport à l'achèvement des infrastructures. Mais là, quand on écoute M. Fekese, on se rend compte que soit on ne nous a pas dit la vérité, ou soit on ne nous a pas dit la vérité. Parce que là, on constate que... Alors, j'ai la réponse à votre question. OK. Allez-y. Soit on ne vous a pas dit la vérité, soit on ne vous a pas dit... Donc, je pense on qu'on ne nous vous a a pas... pas dit la vérité. Voilà. Voilà, parce que quand on suivait carrément des éléments vidéo, on nous disait que le seul problème, a priori, c'était de changer la pelouse, de changer certains éclairages. Par rapport à la réfection du stade Félix Houphouët-Boigny, on se demandait même pourquoi on ne pouvait pas construire un nouveau stade au lieu de refaire encore de nouveaux travaux dans ce stade-là. Quand on nous dit qu'il ne sera pas prêt, véritablement, on tombe des nues, on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce qu'il y a eu blocage dans l'achèvement de ces différents travaux-là? Qu'est-ce qui a posé un frein dans l'achèvement de ces différents travaux-là? Et particulièrement, je suis déçue, en fait. Bon, alors j'en ai un qui est abattu, une qui est déçue. Bon, très bien. Monsieur Meïté, on va voir comment il se sent. Monsieur Meïté d'Abobo, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur Meïté? Très bien. D'accord. Alors, monsieur Meïté, comment vous sentez-vous déjà après ce que vous avez entendu? Et surtout, est-ce que vous êtes confiant ou est-ce que vous êtes inquiet par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire à 2 ans de la CAN? Vraiment très inquiet et saluer le courage du président sortant qui a eu vraiment le courage de nous mettre la puce à l'oreille que vraiment on n'était pas prêt. Parce qu'habituellement, on a comme habitude de voir à la télévision les passations des services sans nous dire qu'est-ce que le monsieur a laissé comme problème, qu'est-ce qu'il n'a pas laissé comme problème. Et aujourd'hui, c'est une grande satisfaction pour moi de voir un président sortant qui montre aux yeux de la nation, voilà les problèmes qu'on a avant la CAN. Vraiment, c'est encouragé. Et vraiment, je suis vraiment inquiet. Je suis même très inquiet parce que c'est pas sûr qu'on puisse préparer cette CAN-là avant le juillet. Avec ce qu'il y a à faire, vraiment, c'est difficile. Voilà. D'accord. Voilà un peu près mon inquiétude. Vraiment, j'encourage, je remercie vraiment le président sortant qui a eu vraiment le courage de nous expliquer qu'est-ce qui se passe et puis nous dire qu'est-ce qui nous attend. Oui, voilà. Absolument. Parce qu'il ne faudrait pas attendre la dernière minute d'activiser à toi et à raison, c'est celui qui a fait ce qui a fait. Lui, au moins, il a eu le courage de nous dire à la télévision, voilà les problèmes qui nous attendent. D'accord, tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Meïté, pour votre appel. Alors, Henri Jo, qu'est-ce qui explique tous ces retards, finalement? Est-ce qu'on a des réponses à cela? Des réponses, on saurait les trouver, puisque le concerné lui-même, parce que quand il y a eu pas mal d'informations qui ont été données, déjà, le COCAN est rattaché à la primature. C'est-à-dire le COCAN dépend du Premier ministre, donc de tout ce qui est comme financement doit venir faire partie du budget de la primature. Maintenant, pourquoi nous sommes à ce stade? Là, sincèrement, je ne saurais répondre. Mais hier, quand même, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des interrogations au niveau de... quand le président sortant a fait cet exposé-là, on s'est posé beaucoup de questions. Alors, il y a eu quand même des expertises de certains représentants de la Confédération africaine de football sur les différents chantiers qui doivent être finis pour accueillir la CAN en 2023.
Mais à ces différentes visites, quand même, c'est oui, tout va bien, la Côte d'Ivoire avance bien, les travaux avancent bien. Sauf que hier, quand le monsieur fait que c'est fini, mais on se rend compte que rien ne va. Parce qu'au niveau de la voirie, ben, ça ne va pas. Au niveau des hôpitaux, c'est hier qu'on découvre qu'en dehors d'Abidjan, aucune ville de l'intérieur, pour l'instant, n'est aux normes sanitaires de la Confédération africaine de football. C'est hier qu'on découvre que en dehors d'Abidjan, aucune ville de l'intérieur ne peut accueillir des vols internationaux. Bon, vraiment, il y a eu pas mal de choses qui ont surpris tous ceux qui étaient au Kokani hier. Maintenant, pourquoi nous sommes dans ce état-là? Pour l'instant, seuls les concernés peuvent nous donner les réponses. Mais hier, bon, il n'y a pas eu trop de réponses. Ils ne se sont pas trop penchés sur cette histoire du RETA en ce qui concerne l'organisation de la CAN. D'accord. Direction à Boisseau, on a M. Cassi au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir, Mme Tia. Comment allez-vous, M. Cassi? Très bien, madame. D'accord. Alors, M. Cassi, la situation de la Côte d'Ivoire à quelques mois, finalement, de la CAN 2023, vous inquiète-t-elle? Pas du tout. Nous sommes dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. On est dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai même pas d'inquiétude. Aucune inquiétude. Avant, tout sera OK, bien propre. Nous sommes dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est pour dire à tout le monde d'être serein. La Côte d'Ivoire sera au rendez-vous. Pour rendez-vous. Mais bon. N'ayez pas peur. Rien. D'accord. N'ayez pas peur. Ouais. Ah ben, Monsieur Cassi, vous avez vu quand même tous les chantiers? Attendez, on parle du stade Félix Houphouët-Boigny, les hôtels, les voiries, les transports aériens, les infrastructures sanitaires. Ça fait quand même du boulot en si peu de temps. Si nous avions accepté d'organiser la compétition ici, c'est que nous avions la capacité nécessaire. Ouais. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, vous êtes confiant et c'est très bien parce qu'il faut des personnes confiantes. Merci beaucoup, Monsieur Cassi. On espère vraiment de tout cœur qu'on sera prêt parce que effectivement, ce ne serait pas très joli. Mais merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Cassi. Merci, madame. Alors, autre chose, lors de sa conférence, Monsieur Fekese a aussi mis autre chose sur la table, c'est-à-dire qu'il a expliqué que depuis sa désignation comme pays hôte de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire n'a toujours pas reçu, de notification officielle, d'accord, de la Confédération africaine de football. Donc, ce qui veut dire qu'il y a concrètement, il existe un vide juridique aujourd'hui. Et ce qui peut se passer, tout simplement, c'est que du jour au lendemain, on peut se lever pour dire non, finalement, c'est un autre pays qui va organiser la CAN 2023. Comment est-ce possible? Et nos dirigeants ne font pas état de ça. On ne parle pas de ça, on ne nous le dit pas. Et ça, c'est dangereux quand même aussi pour nous, notre pays, de ne pas avoir eu cette notification. Mais je tombe des nues. C'est ahurissant quand même qu'on n'ait pas eu cette notification depuis 2016, je crois qu'on nous a attribué. 2014. Depuis 2014 qu'on nous a attribué l'organisation de la CAN pour 2021 qui a été décalée, qui a été décalée à cause du retard du Cameroun. Donc on est allé jusqu'à 2023. Donc quand même, on a eu largement le temps pour avoir cette notification, mais largement aussi le temps pour entamer les différents travaux. Jusqu'à preuve du contraire, rien n'est fait. Ça montre tout simplement qu'il y a un déficit quelque part. À quel niveau on s'interroge? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui ne fait pas correctement son travail pour que les choses avancent? Et avec ça, quand on entend M. Cassi, non, il faut éviter les discours creux. Ce n'est pas de l'amusement, c'est très sérieux. Il y va de l'honneur quand même de notre pays. Parce que si on nous retire cette compétition, mais ce serait une grande honte pour toute la nation. Ça, il faut que ce soit clair dans l'imaginaire des Ivoiriens. Raison pour laquelle je tire la sonnette d'alarme et je montre tout de suite mon scepticisme. Maintenant, on attendra de voir, on espère que les choses vont bouger. Mais là,
il y a vraiment beaucoup d'imperfections dans notre organisation. D'accord. Alors, rapidement, dernière question, Rijo. Est-ce que le ministre Amichat fera bouger les choses mieux que son prédécesseur? Il a promis se mettre tout de suite au travail pour essayer de faire accélérer les choses en ce qui concerne l'organisation. Mais aussi, il a parlé quand même de cette division au sein de la famille du football ivoirien. Donc, il va essayer d'abord essayer de réunir cette famille-là et avec cette famille-là, aller au combat pour organiser dans de très bonnes conditions la CAN 2023. C'est vrai, moi, je suis inquiet, mais voilà, je sais qu'on va réussir l'organisation. D'accord, eh bien, très bien. C'est tout ce qu'on souhaite. On croise les doigts, absolument. Allez, on va passer à toute autre chose. On va passer à l'Euro 2020, puisque gros choc ce mercredi dans l'Euro 2021. Portugal-France est l'une des affiches du groupe F. On va accueillir tout de suite Dorgelès Kofi pour en parler. Allez. Bonsoir Tia. Bonsoir Dorgelès, comment allez-vous? Bonsoir la team, oui ça va très bien. Bonsoir Dorgelès, le plus calé. Oui, merci beaucoup. Vous avez regardé l'émission hier, c'est très important. Ouais. Bon, allez Dorgelès, vous avez vu, j'ai chassé Henri Jo pour vous faire la place. Bon, Henri Jo, merci beaucoup. Dorgelès, que nous réserve ce Portugal-France? Eh bien, Tia, Portugal-France, c'est le remake de la finale du dernier Euro, déjà qualifié pour les 8e de finale. Les Bleus ont besoin d'une victoire pour finir premier du groupe F. De son côté, la Seleção das Quidas a besoin d'une victoire pour assurer sa qualification en 8e de finale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affiche Portugal-France? Un remake de la finale de 2016, c'est une grande affiche, une affiche importante pour les deux nations, mais surtout pour le Portugal, à surtout pas perdre cette rencontre. Ce serait un match intense, épique, parce que les Français ont soif de vengeance dans la mesure où, en finale de l'Euro 2016, ils perdent à domicile devant leur public 1-0 face aux Portugais, dont on disait inférieur à cette équipe de France en 2016. Et là, quand on remarque qu'aujourd'hui, l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, et aujourd'hui, avec des joueurs performants, on se dit bien, la France peut-être va faire d'une bouchée cette équipe du Portugal. Mais bon, on attendra de voir demain ce qui va réellement se passer, mais c'est une très grande affiche à suivre. Bon, Yellow? Oui, très grande affiche et c'est carrément deux contextes différents. Il y a la France qui veut terminer déjà leader de sa poule et il y a le Portugal qui veut déjà se positionner, qui veut être en pole position parce que n'est pas très à l'aise dans sa poule. Donc pour moi, ce sont deux contextes différents. La France voudra imposer son dictat à cette équipe portugaise-là. Et on connaît aussi l'équipe de Cristiano Ronaldo qui a la capacité de revenir très souvent dans les matchs. Donc, ce sera une belle affiche à suivre. D'accord. Ce sera un match très ouvert parce que depuis la finale perdue de l'Euro 2016, 2 matchs entre les deux équipes. D'abord, le match nul 0-0, c'était bien sûr pour le premier match. Et puis au deuxième match, c'est l'équipe de France qui s'est imposée avec... Ligue des Nations. Oui, Ligue des Nations. Victoire de l'équipe de France grâce à un but de N'Golo Kanté. Mais ce match-là, attention, Cristiano Ronaldo n'est pas dans une position favorable avec sa sélection. Je pense que dans ce match, ils vont tout donner pour pouvoir se qualifier. Alors, comment jugez-vous le Portugal depuis le début du tournoi? Je trouve que le Portugal est une équipe moyenne. J'ai dit, le Portugal est très moyen depuis le début de cet Euro. Ils ont battu difficilement la Hongrie 3-1. C'était pratiquement en fin de partie qu'ils arrivent à battre cette équipe hongroise. Par la suite, ils se font lourdement battre par l'équipe de l'Allemagne 4-2. Incapable de pouvoir réagir. Et en fait, cette défaite a mis à nu les lacunes de cette défense de l'équipe du Portugal. Et là, ils vont rencontrer la France qui a une armada offensive mais impressionnante. Est-ce que la défense du Portugal va pouvoir tenir la dragée aux attaquants de France? Ça, c'est la grande question. Mais en même temps aussi, on pointe un peu du doigt, on décrit surtout les choix de l'entraîneur du Portugal, Fernando Santos, parce qu'on estime qu'il y a certains joueurs qui ne méritaient pas d'être titulaires, qu'il a titularisés. Je veux parler notamment du joueur de Manchester City, Bernardo Silva, qui est pratiquement cramé au regard de sa saison effectuée avec l'équipe de Manchester City. On estime qu'un joueur comme Renato Sanchez, qui a gagné le championnat, qui a gagné la Ligue 1 française avec l'équipe de Lille, mériterait d'être dans l'équipe, dans le 11 de départ, dans la mesure où son entrée lors des 2 premiers matchs apportait un peu plus de dynamisme, un peu plus de rapidité dans le jeu de l'équipe du Portugal. Bon, bref, tous les spécialistes côté portugais estiment que l'équipe ne tourne pas bien. Il faut faire des réglages pour ce match face à la France. Donc,
on tire déjà la sonnette d'alarme et on est déjà sur le pied de guerre pour les Portugais. C'est vrai, parce que surtout contre l'Allemagne, ils ont été bouffés dans le jeu. À part un seul tir cadré, Cristiano Ronaldo qui marque, après ça, rien. Ils ont été dominés du début à la fin. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Quand on a vu l'équipe du Portugal d'abord marquer le premier but, dans la suite, il y a eu des difficultés. Quand on prenait le bilan, c'est 5 buts marqués contre 4 encaissés. Tout à l'heure, il parlait de la défense. Effectivement, attention à la défense du Portugal. On marque des buts, mais on en prend un peu trop. Il faut régler ce petit problème-là. Et puis 3 points en 2 matchs pour l'équipe du Portugal qui doit tout faire pour pouvoir garder la couronne, mais ça sera difficile. Tant qu'au niveau de la base, on n'a pas beaucoup de sérénité, devons pas avoir les meilleurs joueurs. Mais le problème aujourd'hui du Portugal, c'est sa défense. D'accord. Portugal-Hongrie, c'était, vous avez dit 3-1, 3-0. 3-0 plutôt, 3-0, pardon. 3-0, c'est vrai. 3-0. Attention. Attention, effectivement. 3-0. Il y a tellement de scores dans cette série-là que franchement... Absolument. Allez, on va voir les résultats et les débriefs des matchs du jour. Effectivement, à Glasgow, la Croatie de Luka Modric a battu l'Écosse de Scott McTominay 3-1 grâce à une passe et un but de Luka Modric à Vlasic à 17e minute et Perisic à 77e minute pour la Croatie, un but de McGregor à la 42e minute pour l'Écosse. Dans l'autre match du groupe D, la République tchèque jouait contre l'Angleterre. Victoire de l'Angleterre, 1-0, but de Raheem Sterling. Allez, rapidement, 30 secondes. Ah oui, l'Angleterre, quand on disait poussif, réussit quand même là à battre la République tchèque 1-0, un petit but qui suffit à l'Angleterre de terminer en tête de cette poule. Et la Croatie aussi qui nous surprend là, qui revient bien dans cette compétition en battant l'Écosse 3-1. C'est une grande performance là pour les vice-champions du monde. Est-ce que cela va véritablement maintenant lancer, l'euro de Luka Modric et ses amis? On attendra de voir, mais toujours est-il que j'ai envie de dire la hiérarchie a été respectée. L'Angleterre en tête, la Croatie qui suit et puis la République tchèque. On attendra maintenant de voir qui va se qualifier. D'accord. Allez, tout de suite, on va vous proposer un petit Niaga des supporters.